Ça va bien, toi? Ben oui. Puis, regarde, moi, je me rends compte que t'as fait des belles découvertes dernièrement. Tu t'es acquéri de plein d'affaires, trucs cool de médecine. Oui, ben tu sais, je collectionne des affaires de médecine depuis tout le temps. Puis, écoute, c'est pas tous les jours qu'on en voit passer nécessairement qui sont quand même bon marché. C'est quand même payé cher mes affaires. Mais je veux dire, des fois, je cherche des affaires sur Internet, puis c'est super cher. Tu sais, juste une petite bouteille de médicaments qui peut aller jusqu'à 100$. Là. Fait que j'aime mieux mettre mon argent dans la taxidermie. Donc, mais là, j'ai acquéri des nouvelles trouvailles, dont des trucs que j'ai jamais ouverts puis qu'on va ouvrir tantôt ensemble. Oh my God! Fait que... comme un unboxing de vieilles affaires. Unboxing de pots vieilles de pelule. affaires. Oui. Puis là, on a sorti quelques petits médicaments, dans le fond, qu'on va regarder avec vous, puis qu'on va parler un petit peu de l'histoire de la pharmacologie puis de la médecine parce que pendant les années. Moi, j'en ai lu un petit peu sur Internet, là, puis la médecine, à l'époque, c'était vraiment hardcore, là. On aurait dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas conscience de la dangerosité des médicaments qu'ils avaient dans leurs mains, puis c'était souvent des trucs vraiment expérimentaux. Tu sais, supposons utiliser de la morphine pour un petit mal de gorge ou donner ça aux enfants. Puis il y avait beaucoup de médicaments, quand on lit sur les pots qui est écrit, bon, que ça règle les mal de tête, que ça règle les problèmes de reins, que ça règle tout, tu sais. Un médicament qui règle tout, ça doit être parce que ça doit être super fort ou quelque chose, puis que ça mais j'imagine, je suis pas médecin, je peux pas le dire. J'imagine qu'à l'époque, les médecins voulaient la pilule miracle, fait que sûrement qu'ils disaient que ça guérit tout. Oui, c'est ça, exact. Puis même pour des, tu sais, on appelle la quack medicine, là, qui avait beaucoup d'outils qui servaient absolument à rien. Okay. Mais que, ça donnait des chocs électriques ou ça te faisait vibrer une partie de ton corps, puis ça va te guérir. Puis j'ai déjà vendu des machines comme ça quand que je lisais les pamphlets dedans. Ça disait carrément faites vibrer pendant 20 minutes 2 fois par jour vos mollets pour si vous avez mal à la tête. Si vous êtes folle, faire vibrer ça 3 fois par jour, matin et soir. Tu sais, c'était toutes des affaires de même. À l'époque, pour régler les crises d'hystérie qu'ils appelaient pour les madames, ils allaient chez le médecin, puis les madames, ils passaient un bon petit moment avec le médecin parce qu'il était capable comme de... En tout cas, il faisait des actes sexuels avec la madame pour la guérir. Ouais. T'as déjà entendu parler de ça? J'ai déjà entendu parler de ça. Mais ça a l'air, c'est vrai. Fait qu'il y a bien des madames comme, je vais aller faire un petit tour chez le médecin. Sans être vulgaire, il était mal fourré. C'est ça. C'est sûrement ça. C'était le diagnostic. Il allait voir le médecin. Puis la crise d'hystérie, elle passait. Parce que crise d'hystérie, il disait que c'était vraiment, ça venait de l'utérus, comme... Fait qu'il fallait qu'il fasse... Oui, parce que les hommes ne pouvaient pas être hystériques à cause qu'il n'y avait pas d'utérus. Non, ça a l'air. C'est une affaire de madame. En tout cas, il y a plein d'affaires de même. Puis même si on passe... Tu sais, on parle de la lobotomie, là. OK? C'est quelque chose que... Tu sais, en termes d'années, ça fait pas si longtemps qu'ils ont arrêté de faire ça, là. Puis si on parle de quelque chose de vraiment expérimental, c'est vraiment la lobotomie. C'était vraiment du essai et erreur, là, qui rentrait la tige dans l'arcade sourcilière avec, tu sais, pic. Puis il disait que c'est super rapide. Pour relise la pression dans le cerveau pour guérir toutes sortes de genres d'handicap ou de schizophrénie ou de maladies d'angoisse, de stress. En fait, n'importe quoi que tu avais une maladie qui n'était pas physique, qui était comme mentale, tu étais comme un sujet expérimental en faisant cette chose-là. Je pense pas qu'il y ait eu des études concluantes qui disaient que ça marchait. Mais ils ont fait ça sur beaucoup, beaucoup de gens, là. Beaucoup, tu sais, check Alice Robbie. Elle l'a eu, elle, la lobotomie, puis elle était vivante. Elle est décédée, ça fait quand même une couple d'années. Mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un de mon époque, là. Tu sais, je veux dire, quand elle a déjà été vivante en même temps que moi, puis elle a subi une lobotomie. Puis, elle n'a pas ton âge, là. Mais non, mais je veux dire, on était en même temps sur la Terre, en même temps, tous les deux vivantes. Là, je veux dire, je connaissais, quand j'étais plus jeune, je savais l'histoire d'Alice Robbie, là, puis il y a eu un film sur elle. Il y a des gens qui mouraient de ça, il y a des gens qui survivaient, mais je pense pas que ça les aidait nécessairement. La guérison de ça doit être quelque chose, là, aussi. Là. C'est dangereux, là. T'as un trou dans le cerveau, là, direct en partant. Fait que, mais en parlant de ça, tu sais, pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, on vous le montrera plus proche. Là, ça me fait, je te jure, ça me fait une petite... Dans le fond, c'est une crinque là, que tu tournes avec des lames coupantes avec un pic, puis c'est super coupant. Tu sais,
Sûrement que cet outil-là a déjà été utilisé dans le passé. J'ai pas fait le test, mais tu vois, ça, c'est une version qui est quand même assez vieille. J'en ai une autre qui est toute en métal. Toute en métal, c'est des années 50 à peu près, parce que dans les années 50... il faisait encore ça. Il faisait encore. Mais, ça, c'était comme pour relâcher la pression dans du crâne. Supposons que les gens qui avaient des méningites, même l'homosexualité puis tout ça, ils essayaient de traiter ça avec ça, comme si c'était une maladie... c'est barbare. Oui, c'est vraiment barbare, mais on a eu une évolution. Là. Aujourd'hui non plus, on fait plus ce genre de choses-là. Je suis pas médecin, je peux pas dire si aujourd'hui il y a encore des pratiques qui sont peu nécessaires, mais qui sont faites. Je n'ai pas fait des études, mais il y a quand même sûrement qu'il y a des pays qui font encore des pratiques médicales qui ont pas d'allure nécessairement en utilisant des... Mais c'est quelque chose de factuel, tu n'inventes rien là, de dire ça, qu'il a essayé de guérir l'homosexualité avec... non, c'est ça, exact. C'est terrible. En fait, j'ai aussi, là, je l'ai pas en ce moment, je l'ai prêté pour un tournage, mais j'ai une machine à électrochoc, là. Donc ça aussi, là. Les gens qui s'assisaient sur des chaises, puis pendant une session de quelques heures, se faisaient envoyer des chocs électriques puis des affaires comme ça pour essayer de guérir des maladies. Ça fait un peu le même principe que la lobotomie. Ouais, là, puis... C'est tout des trucs expérimentaux. Tu vois, j'ai pas full fait le background historique sur ça, mais je sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup, beaucoup de tests là, sur des gens avec des outils un peu... il faisait pas juste, les tests sur les animaux, là, il faisait vraiment les tests sur les humains. Non, c'est vraiment... quelque chose. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de pots de pilules. Oui. Je vais tasser mon petit verre pour qu'on les voit. Je vais mettre ça à terre. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, là. Oui. Parce qu'à l'époque, vraiment, ils utilisaient la drogue, là, pour n'importe quoi. Puis, comme je disais tantôt, des grosses drogues fortes. Puis ça m'impressionne tellement, là. Tu sais, juste l'histoire avec le Coca-Cola, la boisson, là. Oui, qu'il y avait de la cocaïne là-dedans, je pense. Oui, justement. By the way, on n'encourage personne à prendre de la drogue illégale ou de la drogue non prescrite pendant le podcast, même si on va parler de certaines drogues. C'est vraiment juste à titre informatif, éducatif, historique. Voilà, on peut tout le dire. Ouais. Mais je sais pas si tu en as un pot de cocaïne en quelque part là-dedans. Je pense que c'est celui-là. Parce que je pense que c'est une... cocaïne hydrochlorate. Oui, c'est un alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca. Célèbre psychotrope, sa consommation est extrêmement addictive. En 1750, les premières feuilles de coca sont rapportées en Europe. La cocaïne a été utilisée tout au long du 19e siècle dans les traitements des maladies respiratoires, imagine-toi donc. Ouais, à la fin du 19e siècle, elle devient populaire et s'incorpore dans les cigares, les cigarettes, le chewing-gum, le vin et d'autres boissons, justement, telles que le Coca-Cola. Le Coca-Cola, en 1885, c'est John Pemberton, pharmacien d'Atlanta, qui souhaitait se désintoxiquer de la morphine, en fait. Ah, ouais. Oui. Il utilisait la morphine à l'époque pour ses blessures de guerre et invente et dépose comme marque de commerce le French Wine Coca, une boisson alcoolisée à l'époque à base de feuilles de coca, de noix de cola et de Damiana. Ça, je sais pas c'est quoi. Il mélangeait l'alcool puis la drogue dans le même verre. Puis le Damiana, c'est une fleur. J'ai vu ça bien vite. J'ai pas lu là-dessus, mais ça a sûrement aussi d'autres propriétés. Puis un an plus tard, en 1886, suite à l'interdiction de l'alcool en Atlanta, John crée une version non alcoolisée du Coca-Cola. Un verre de Coca-Cola en 1886 contenait environ 9 mg de cocaïne. Quand même, hein? C'est énorme, OK? Puis c'est en 1911 que la cocaïne a été remplacée par la caféine, officiellement. Mais tu vois, la caféine, c'est encore une drogue, là? Oui. Mais quand même, tu sais, comme que je dis, c'est hardcore, là. C'est hardcore. Puis ces boissons-là, ils en donnaient aux enfants, ils en donnaient à tout le monde. Pourquoi ils ont remplacé ça? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que... Je sais pas. Ça, ils en ont parlé, mais tu sais, sûrement qu'à un moment donné, c'est devenu...
Je veux dire, le Coca-Cola est devenu hyper populaire. Lui, il faisait son mélange directement avec les feuilles de coca. Fait que j'imagine que un moment donné, la production, peut-être qu'il en manquait aussi. Là. Fait qu'il s'est dit, on va remplacer la coca par la caféine. Fait que c'est comme ça que Coca-Cola sont devenus populaires. Le monde sont tombés addictifs. Ils sont tombés accros. Le Coca-Cola. Hey, c'est quand même fou de te dire que dans ce temps-là... pour sevrer la morphine, on faisait de la coke. Quelque chose qui est encore plus addictif. Oui, c'est ça, exact. C'est incroyable. Ah, mais ça c'est, tu sais, il utilisait n'importe quelle sorte de drogue, en fait, même les drogues qui sont rendues illégales aujourd'hui, qu'on n'utilise plus, comme toute l'héroïne aussi, qui était utilisée pour guérir, là. Je pense que oui, mais genre, là-dessus, sur l'héroïne, c'était... Excuse-moi. L'héroïne qui s'appelle aussi éther diacétique de morphine. OK, fait que, on voit là, dans quel playground elle est. Elle est synthétisée pour la première fois à partir de la morphine, justement en 1874. Okay. C'était un médicament pour différentes affections respiratoires, dont la tuberculose. Okay, c'est un peu comme la morphine, en fait, là, c'est ça. Bayer dépose le nom héroïne du terme allemand héroïsch, qui veut dire héroïque, parce qu'on pensait qu'elle permettait de soigner l'addiction à la morphine sans induire l'accoutumance. Fait que c'est tout le temps, il crée une nouvelle drogue pour dire, vu que je suis dépendante de ça, je vais utiliser cette drogue-là, ça va me couper mon addiction, mais ça va tout le temps comme de plus en plus fort. C'est ça, ils ont rendu ça illégal, puis les gens ont juste continué à consommer ces choses-là, puis les fabriquer homemade avec de plus en plus de crap. Mais j'imagine que ce qui était quand même, ce qui date du début des années 1900 ou fin 1800, qui était fait en laboratoire, était quand même peut-être moins nocif que qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, c'est sûr, c'était beaucoup plus pur, parce que là, aujourd'hui, c'est plus une question monétaire. Là. On veut faire plus d'argent, c'est coupé, puis c'est ça, on utilise... les pharmaciens aussi vont essayer de trouver une molécule de synthèse qui va faire les mêmes effets que la drogue qui coûte extrêmement cher, mais qui coûte moins cher, mais qui peut avoir plus d'effets secondaires aussi, là, d'effets nocifs. Mais en tout cas, l'héroïne allait devenir un des fléaux du 20e siècle, c'est sûr. Avant 1914, elle était vendue librement en pharmacie. L'héroïne! On achète l'héroïne en pharmacie, pas de problème. C'est avant la prohibition, là. Tout était sous forme de pilules antitussives contre l'asthme. C'est fou, là. Ça guérissait l'asthme, la diarrhée, et c'était même donné comme somnifère pour les enfants. À cette époque, la plupart des substances connues aujourd'hui comme addictives, donc opiacés, cocaïne, etc., étaient alors vendues en vente libre en pharmacie. Des alentours de 1914, c'était la révolution. Aujourd'hui, c'est réglementé, mais tu parles, on a certains pays encore où les drogues, pas nécessairement de l'héroïne, mais les drogues... les drogues dures, on va dire ça. Les drogues dures, oui, sont en vente libre. Là, si on parle juste du Mexique, là, où les gens vont souvent en vacances, moi, de toi, tu y vas souvent au Mexique, tu as vu ça? Il y a souvent des pancartes là, à l'extérieur de toutes les pharmacies que tu peux acheter de l'oxycodone, de la morphine, tout ça, sans prescription. Là, tu vas là, tu dis ce que tu as besoin. Ça coûte très cher parce qu'en fait, les gens d'origine, les Mexicains, n'utilisent pas ce genre de drogue-là. Eux autres, dans leur coutume, ils utilisent des remèdes naturels. Ils font des quand tu as mal au ventre, tu te fais un smoothie vert. Là, tu vas pas te chercher un Pepto-Bismol. Là, genre, pour eux autres, c'est vraiment des médecines naturelles. Donc, ils boostent les prix. C'est sûr que c'est très cher. Il n'y a pas d'assurance, rien. Mais les gens, les touristes, il y a un marché touristique pour ça. Là. Puis je pense que c'est très lucratif pour le pays. C'est pour ça qu'ils continuent à faire ça. Puis non, c'est ça. Tu peux acheter vraiment comme n'importe quoi. Puis j'imagine que c'est pas le seul pays où que tu peux acheter n'importe quelle drogue en vente libre. Mais là, je parle, c'est un pays qui est quand même très fréquenté par des Canadiens puis des Américains. Fait que c'est de quoi qu'on est conscient. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir encore plein de pays, justement, où tu peux acheter n'importe quoi en vente libre. Là. C'est ça, c'est sûr. C'est fou pareil. Nous autres, c'est très, très réglementé. Je trouve ça quand même correct que ce soit réglementé. Non, c'est super correct. En même temps, l'industrie de la pharmacie aujourd'hui, on écoute ce que notre médecin nous dit, mais sûrement qu'il y a des médicaments qui sont peut-être pas nécessairement bons non plus parce que je vois des gens qui ont des maladies qui prennent un médicament puis qui se retrouvent avec 20 médicaments parce que ça fait un effet secondaire. Puis là, il faut que tu prennes ça parce que ça fait un effet secondaire. Puis, fait que finalement, tu veux aider quelque chose, mais gars...
C'est un gros problème aux personnes en fin de vie qui prennent beaucoup, beaucoup de médicaments. Justement, c'est rendu qu'ils prennent des médicaments, comme tu dis, pour guérir les effets secondaires de l'autre. Puis en fin de compte, tu te retrouves avec beaucoup plus de problèmes. Puis... C'est quand même des drogues qui sont prescrites et légales, mais c'est quand même des drogues. Fait que c'est pas nécessairement... C'est plus de médicaments que tu prends, je pense pas le mieux que c'est, à moins que tu aies une condition qui est obligée. Là, non, rendu là, quand t'es rendu à prendre un pot de pelule plein de toutes couleurs là, tous les jours, t'es aussi bien de tout couper ça. Puis de, en tout cas, moi aussi, c'est ce que je pense, mais bon, chacun, c'est sa façon de fonctionner. Sinon, c'est quoi qu'il y a d'autre d'intéressant là-dedans? Ben là, on avait, quand tu parlais que ça, c'était que l'héroïne était issue de l'éther, ben, on a aussi de l'éther qui était utilisé comme un anesthésique. Un anesthésique. Tu peux nous en parler peut-être un peu? Ben oui, parce que tu m'avais dit, l'éther dans l'espace, puis tout aussi. Puis là, moi, ça m'a... Puis là, j'ai checké un petit peu là-dessus. L'éther, c'est que en fait, il y a plusieurs sortes d'éther dans plusieurs domaines différents. C'est un mot qu'on utilise énormément. Dans le langage courant, on le désigne souvent comme le terme d'éther. Il a été utilisé en médecine dès 1540 pour ses propriétés antiseptiques et anesthésiques. Ça, je te parle de l'éther plus côté médical, l'éther diéthylique. OK. Les propriétés antiseptiques et anesthésiques et sa capacité de dissoudre les cols, donc les résidus de pansement. Aujourd'hui, pour l'anesthésie humaine, il est remplacé par des substances beaucoup plus fiables et sert principalement de solvant organique. Là, à l'époque, oui, on s'en servait. On l'utilise encore? Non, plus aujourd'hui, justement, parce qu'il n'est pas assez fiable. Okay. C'est quand même une substance assez dangereuse si c'est mal utilisé en médecine, mais à l'époque, c'est tout ce qu'il y avait. Fait que c'est ce qu'ils utilisaient pour les chirurgies. En chimie, c'est ça, il y a vraiment plusieurs sortes d'éthers. Là, c'était tous des noms chimiques différents, là, mais il y a des éthers qui sont utilisés pour augmenter l'indice d'octane des carburants, pour dissoudre ou extraire des produits pour former des polymères, pour dégraisser dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, puis tout. Ça, c'est comme tous des éthers différents. Mais l'éther ressemble des propriétés qui ressemblent beaucoup à l'alcool aussi. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est dans l'Antiquité. Du fait que tu parlais, l'éther dans le ciel puis tout. Ouais. Dans l'Antiquité, en fait, l'éther, initialement, c'est un dieu grec. Il personnifie les parties supérieures du ciel, OK, et ainsi que la brillance. On parle d'un ciel pur, on dit un ciel d'éther. Tu sais, c'est un adjectif. À une certaine époque, c'était le premier élément de 5 éléments. C'était l'élément le plus important. Donc, c'était pas juste feu, eau, air, terre. Là. L'éther était le premier élément de 5. Donc, en ordre d'importance, il y avait éther, feu, air, eau et terre. Donc, le 5e élément, c'était la terre. L'éther. La terre. OK. L'éther, c'est le premier. Parce que l'éther, en fait, était l'élément des astres et de l'âme. C'est léger, c'est volatile, c'est comme, c'est le cosmos, c'est tout ça. Et en physique, l'éther, il l'appelle l'éther luminifère ou l'éther gravitationnel. Ça, c'est vraiment plus des éléments théoriques dans l'espace pour faire plus des calculs mathématiques, un peu comme la matière noire, en fait. C'est Black Matter, là, qui essaye comme de dire elle existe pas. Puis pour les formules mathématiques, il utilise ça, c'est le terme qu'il donne. Mais l'éther, en fait, c'est plus quelque chose de mythique. Mais c'est spirituel. C'est très... ça a beaucoup de signification, l'éther. Puis comment qu'on récolte ça, sais-tu? As-tu checké ça? Comment qu'on décolle ça? On récolte ce gaz qui est super volatile. Ben c'est un liquide qui est très, très, très volatile, plus volatile que, en fait, l'alcool. Fait que, qui est très... c'est comme un liquide pas stable, là, si on peut dire. Là. C'est... Si je lis sur la bouteille ici qui est écrit qu'il était préparé avec l'alcool éthylique et en résultat de many year experience in the manufacture of anesthetic and is representative of the latest and fullest scientific knowledge. Ils sont... C'était à la pointe. Là, fine pointe de la technologie, de la médecine. Mais en fait, c'était super dangereux si c'était mal utilisé. Si c'était mal dosé, tu pouvais juste tuer quelqu'un direct de même là, en essayant de l'endormir pour l'opérer. Eh bien,
On en apprend toutes sortes. J'espère que ta bouteille est vide. Ben oui, ils sont toutes vides, les bouteilles. Ici, bon, ben là, ça, justement, on avait parlé de la morphine. Fait que là, ici, on a de la morphine. On a une bouteille de morphine. Ouais, on a une bouteille de morphine, puis on a... tout ça aussi, je trouvais ça quand même cool. Le petit concept, c'est des petites... il y avait beaucoup ça, là, les gens, ils se promenaient avec ça, là, des petites caisses comme ça où tu avais tous tes petits médicaments. Puis ça, c'est toutes différentes sortes de morphine. J'imagine que... les médecins se promenaient avec ça dans leur poche. Il y avait toutes des petites pilules, les petits médicaments. Je pense pas que c'était pour une prescription, mais c'était pour, mettons, guérir quelqu'un, y en donner un, puis après ça, il faisait J'imaginais, à une certaine époque, il y avait beaucoup de médecins qui se déplaçaient. Oui, mais les médecins se déplaçaient se promenaient de village en village pour offrir leur service. Ça. Oui. Puis les accouchements à la maison. Ouais, c'est ça. Il y avait besoin d'avoir tout ça. Les embaumeurs, même, faisaient ça à domicile. Les embaumements à la maison. Il y avait leur trousse, ils emmenaient la machine à la maison. C'était des machines à la pompe, des fois, même à la main. Pompe à la main. Puis il y avait la valise avec le gros rideau en velours. J'en ai un dans le sol ici. Qui déroulait, qui accrochait ça comme dans une maison, puis il y avait le prie-dieu qui se dépliait, qui s'ouvrait, qui pouvait mettre devant le défunt. Là. J'avais aucune idée de ça. Oui, c'était tout des puis même, tu vois, récemment, moi, j'ai des oncles et des tantes qui disent qui se rappellent, là, être allés chez des gens dans leur maison personnelle pour assister au salon funéraire. Même aujourd'hui, c'est une pratique qui est moins utilisée. Là. C'est plus les gens étaient incinérés, mais avant ça, personne n'était incinéré. Là. Fait que la veillée funèbre et la préparation du cadavre, si on peut dire, se faisait tout à la maison. Ouais. Wow! Ouais. Fait que c'était vraiment à domicile. Puis c'était pareil pour la médecine. Puis même, tu sais, avant... Il n'y avait pas de pharmacie générale, c'était des magasins généraux dans la plupart des villes. C'est vrai. Le pharmaciste, c'était au magasin, puis tout, en fait, tu pouvais tout acheter au magasin général. Tu achetais tout là parce que il y avait un magasin dans le village, là, tu sais. Fait que, non, c'est super intéressant de regarder aussi. Moi, j'ai plein de, tu sais, j'ai des balances, j'ai des bouteilles de médicaments que tu vois que c'est tous des produits chimiques, mais médicaux. Dans le fond, dont le pharmaciste faisait ses propres mélanges lui-même avec ses balances pour faire les proportions. Il fallait être un petit peu savant fou, là, pour être médecin à l'époque, là. Ouais. Tout jouer avec ces médicaments-là, super dangereux, faire des mélanges, puis... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, c'est déjà fait. Là. Tu commandes ton affaire, tu l'as déjà fait, tandis que des fois, tu sais, c'était vraiment au pharmacien de faire le mélange pour vendre aux clients devant, là. Fait que... puis t'en as, là, tu sais, j'imagine là, tellement là, le petit médecin là, rentrer là, chez quelqu'un là, avec cette petite valise-là, là, sortir ça. Là. J'ai ça pour guérir ta toux. Puis... Oui. Ben, on va en parler justement. Drôle. Je vais fournir les petits médicaments ici. Ben on ira dans les trousses. Dans le fond, j'ai plein aussi de médicaments de poison. Les bouteilles sont souvent collectionnées. Mais avec les petites feuilles de mort, elle est tellement belle, la bouteille. Mais pourquoi il vendait du poison de même? Je veux dire, c'est pas t'achetais ça pour empoisonner ton mari que t'étais tanné, là, tu sais. Mais c'était sûrement comme, c'était du poison à rat? Non, c'était pour les humains. Il y a des laboratoires ici, formule de 100 cc, des solutions. Mais tu sais, j'imagine c'était peut-être poison... plus de l'euthanasie, genre? Non, je pense... ici, on a... c'est bien bizarre quand tu y penses. Hydrochloride de Merck, je sais pas trop c'est quoi. Mais non, d'après moi, le poison, c'est sur une dose, c'est très dangereux, donc fait que faut pas en prendre trop. Je veux dire, qui, à l'époque, achetait du poison? C'est sûrement prescrit, tu sais, je ne le sais pas, je ne suis pas médecin. Mais ça fait des très belles bouteilles. Moi, je trouve que c'est super beau, là, mais pourquoi ça a déjà existé? C'est louche. C'est bizarre. Là-dessus une autre fois. On va faire plus de recherches là-dessus. Ici, ça, c'est cool. Là. C'est des gin pills, en fait, qui sont pour les reins. Mais, tu sais, juste le nom gin pill, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça de même. C'est très cool. Pilule de gin. J'ai jamais eu connaissance de ça. Take 1 or 2 pills 4 times a day before any meal. Fait que... très intéressant. C'est comme... c'est le Pepto-Bismol de l'époque. Exact. Mais c'est... Après ça, on avait aussi le chloroforme. C'est aussi qui est un poison. Tu vois, c'est un poison, mais c'est un anesthésique aussi. C'est qu'il faut y aller en quantité correcte. J'avais lu... Ici, sur les bouteilles de poison, il est tout écrit des antidotes. Donc, mettons, si on se empoisonne au chloroforme, ici, give emetic of mustard
Ah, bon, je savais pas que l'antidote du chloroforme, c'était de la moutarde. What? Oh my God. Je Horizontal savais pas. position, cold water to head, and stimulant of diluted alcohol, teaspoons of spirit, ammonia aromatic in water. Donc, si je comprends bien, on dilue une cuillère à thé d'alcool dans de l'eau froide, couchée avec de la moutarde. Et on fait drôle. une respiration artificielle pour... Parce qu'en fait, on sait que le chloroforme, ça l'endort. Ouais. Donc, si la dose est trop forte, sûrement que ça fait un peu comme n'importe quelle drogue qui te fait oublier de respirer parce que ton corps est trop endormi. Donc, pour ça, c'est important de ne pas le chloroforme, le chloroforme a été inventé en 1847, puis il servait principalement pour les accouchements. Ah ouais? Ouais. Puis à l'époque, seul l'éther qui représentait de nombreux inconvénients qui étaient utilisés ou de nombreuses opérations se déroulaient sans anesthésie. Mais le chloroforme est alors un grand progrès médical comparé à justement l'éther qui était beaucoup plus difficile à gager, chloroforme plus facile à doser. Son usage comme anesthésiant décolle lors de la guerre de sécession pour soigner les blessures sur les champs de bataille. La reine Victoria l'utilise en 1853 pour accoucher, ce qui rassure le grand public concernant l'utilisation du produit. Mais je ne comprends pas comment tu peux accoucher en étant endormi, à moins que tu aies une césarienne. Ben non, sûrement qu'elle elle s'est dit « Let's go, je vais prendre, je vais prendre ça. » Puis parce que tu peux être juste dans les vapes un peu, genre. Un peu comme les gaz quand tu vas chez le dentiste là, qui te... Ah, fait qu'elle était juste dans les vapes un peu, la reine Victoria. Elle aimait bien ça, être un petit peu stone. Ouais, les médicaments peuvent régler plein de choses. Ça dépend du dosage. C'est ça, je vais juste répéter. J'ai déjà eu ça, là, je sais pas, ça s'appelle comment, là, le gaz là, qu'on utilise. Gaz hilarant? Ouais, le gaz hilarant. J'ai jamais eu ça. Je m'en souviens pas tant parce que j'étais vraiment dans les vapes, mais je me souviens que j'aurais pas pu accoucher là-dessus parce que j'aurais pas été capable de pousser. T'aurais été trop crampée. Ben non, mais je riais pas. Ben non, t'es pas capable de forcer. Hilarant, mais je riais pas, là. J'étais juste comme... Ouais, mais c'est ça. Moi, de ce que je vois sur le gaz hilarant, il y a souvent des gens qui prennent ça puis qui se filment, là, puis ils mettent ça sur les internets, là, mais c'est plus des délires de... Mais à dire des phrases qui n'ont pas de sens, t'as plus d'inhibition. Je disais n'importe quoi. Je me souviens que je disais fucking n'importe quoi. Puis j'étais juste comme... Puis là, le fermant était genre oui. Tu sais, j'ai comme un petit flashback, mais que moi, je disais fucking n'importe quoi. Comment tu veux accoucher, c'est ça? Fait que tu sais, même sur le chloroforme, on dit comment accoucher sur un ouais, mais il ne servait pas juste pour ça. Fun fact, il servait aussi comme produit pour conserver la viande à l'époque. Ben voyons donc! Ouais. Ben c'est comme, tu sais, comme moi j'utilise... excusez, là, arrêtez de m'appeler. Ça c'est fatigant. Pitch ton téléphone. C'est drôle parce que, tu sais, j'utilise du formol pour la préservation. Puis, en fait, le formol est utilisé aussi comme dans les salons funéraires pour embaumer. C'est du formol qu'on utilise. Ouais, formaldéhyde. Puis, c'est un truc qui est coté super dangereux, cancérigène, tout ça, si c'est inhalé ou mal utilisé. Mais si on regarde sur les cannes de bouffe préservées, ils utilisent du formol pour préserver la nourriture. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, tu te dis, c'est un peu, justement, tu sais, c'est qu'ils ont utilisé le chloroforme pour, de quoi qui est super dangereux pour préserver la nourriture. Ben, crème, aujourd'hui, c'est un peu pareil. On utilise le formol pour préserver la nourriture. Donc, là, c'est juste vous dire, faites attention, mangez pas trop de bouffe en canne parce que c'est pas bon pour la santé. Ouais, non. Préparez votre propre bouffe. Oui, c'est Congelez-la, hein? Congèle ton pain. Moi, je vois que tu as une grosse atlas à terre. C'est quoi ça? Ben là, justement, on parlait de la reine Victoria qui accouchait. Donc, bon, là, attendez, j'ai une grosse. Fait que c'est quoi? C'est des vieilles photos d'accouchement? Ben, en fait, c'est un vieux atlas d'accouchement du Maternity Center Association de New York. Là, je sais pas si on va être capable de voir, mais ça, je vais parler, c'était vraiment comme des trucs, des chartes de médecine sur tout le processus d'accouchement. Là, on va mal voir, mais c'est super artistique parce que dans le temps, aujourd'hui, on va y aller plus avec des photos puis des vidéos puis des choses comme ça pour l'enseignement. Mais tu vois, c'était vraiment comme tout des dessins puis même dans les années 1800 qu'ils utilisaient pour la médecine, c'était tous des livres avec des engravings, là,
je sais pas c'est quoi en français, engraving, là, des chartes de gravées, là, en tout cas. C'était tout dessiné à la main, puis c'était tellement des trucs artistiques. Là, ça, c'est dessiné. Shit, c'est bien fait. Oui, c'est pas... Wow! Ouais, c'est tout dessiné. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment un livre d'art. Mais à l'époque, je veux dire, excuse-moi, mais à l'époque, il n'y avait pas de radiographie, j'imagine? Fait comment qu'ils faisaient pour savoir que les cross-sections, même... Mais ils ont dû ça fait vraiment... longtemps que ça existe. Je te dirais que ce livre-là, là, ça date peut-être des années 60. Là. Fait que, moi, j'ai bien l'impression qu'ils ont vraiment coupé une madame en deux puis ils l'ont dessinée parce que ça a l'air trop réel. Ben, peut-être aussi. Tu sais, les affaires qu'ils faisaient en médecine à l'époque, là, c'est douteux, là, fait que... Les procédés de médecine, tu sais, ça fait des années que ça évolue. Tu vois, je suis pas une experte en radiologie, mais je sais que ça fait longtemps là, que la radiologie existe, là, quand même. Là. Fait que... Mais accoucher, c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement répugnant. Ben oui, mais parce que tu veux pas d'enfant. Mais tu vois, moi, j'ai tout le temps eu peur d'accoucher. Au début, j'étais comme, j'ai pas d'enfant, je veux pas accoucher. Puis, je pense que... Puis, ma première, tu sais, j'ai eu 2 enfants. Puis, Alice, la première, jusqu'à mes, 8 mois de grossesse, je faisais des crises d'anxiété à penser à mon accouchement. Puis j'étais comme, oh my God, ça va se mal passer. Ça serait ça, moi aussi. Ça va mal se passer. Comment que ça va faire pour sortir de là? Puis là, tu sais, je me posais plein de questions de même. Finalement, tu sais, au premier bébé, c'est tout le temps plus long, là. Je vous raconte mon accouchement, là. Ben, vas-y, de toute manière, on parle tout le temps d'affaires dégueu, fait que... Je te dirais que il y a beaucoup de mamans qui veulent le faire des fois sans anesthésie, puis tout ça, puis ça, c'est un choix personnel, il n'y a pas de problème. Mais moi, au départ, je voulais pas prendre d'anesthésique parce que j'aime pas ça prendre des médicaments. T'sais. Même j'ai mal à la tête, je vais pas prendre de Tylenol, je vais attendre que j'aille vraiment obligée que je fasse la fièvre ou quelque chose. Fait que j'étais comme, non, moi, je fais ça à frette, je prends pas. Puis rendu là, quand j'avais des douleurs et des contractions, là, fuck it, là. Fuck it, là, je vais prendre un épidural. Puis, écoute, l'aiguille de l'épidural, je l'ai quasiment même... C'est gros, là, mais je l'ai quasiment même pas senti comparé aux douleurs des contractions. Donc, tu sais, pour les mamans qui disent « Ah, mais c'est une grosse aiguille, ça fait mal. » Écoute, tes contractions vont te faire sûrement plus mal que ton épidural. En tout cas, moi, ils m'ont donné ça. Quand ils m'ont donné ça, j'ai vomi. Oh, c'est nice! J'ai vomi sur l'infirmière, je m'excuse. C'était trop de douleur ou trop fatigué ou je pense trop que c'est la fatigue, le stress, tout comme mon corps, là, il combattait, je faisais de la fièvre, tout. Là, en fait, je faisais de la fièvre à la fin. C'est pour ça qu'ils ont fait comme on va te donner je pense un médicament qui aide à dilater puis que ça aille plus vite parce que ça prenait trop de temps. Puis là, ça peut être dangereux quand tu fais de la fièvre avec le cœur du bébé parce qu'il bat plus vite, parce que lui aussi, c'est comme plus chaud puis tout. Fait que finalement, tu sais, ça s'est bien déroulé. Puis, j'ai perdu mon poids de grossesse, 3 jours après avoir accouché, j'étais revenue... Mais t'es tellement minuscule, là. Non, mais j'étais revenue normale, puis pour vrai, la guérison, ça s'est super bien fait. À mon 2e, écoute, je faisais la grenouille dans l'hôpital, là, je sautais en grenouille. Non, mais tu sais, je suis rentrée à l'hôpital, puis ils m'ont dit « Ah, madame, vous retournez à la maison, puis vous reviendrez plus tard parce que vous n'êtes pas assez prête. » Ah ouais. J'ai dit « Non, moi, je retourne pas à la maison, là. J'ai l'impression qu'il y a la tête sortie en ce moment, et je retourne pas chez nous. » Écoute, je faisais la grenouille dans l'hôpital, là, tu m'en rends, mon chum, là, je sautais en petite grenouille. J'étais comme, c'est pas vrai que j'en retourne chez nous, je vais le faire sortir. Fait que j'étais genre, rabbit, puis je sautais partout. Puis, finalement. Fait que bref, ta 2e accouchement a été plus drôle, plus le fun. Ben, ça a été plus rapide, mais en même temps, tu sais, encore là, j'aime pas prendre des médicaments. J'ai décidé de prendre l'épidural pareil. Puis, tu sais, je sais que, je me souviens, ils m'ont dit, si vous vous sentez plus comme en haut des bras, ben, dites-nous-le. Puis là, un moment donné, j'étais genre engourdie jusque-là. Là. J'étais genre, je me sentais plus les bras puis tout. Fait qu'ils ont réduit la dose, mais tu sais, vu que je prends jamais de médicaments puis tout, moi, je te dis, je prends un mini affaire puis ça me buzz, là. Fait que ils ont réduit la dose, mais tu sais, là, j'étais comme, je freakais, là, tu sais, dans ma tête, j'étais genre, oh non, ils vont me geler le cerveau, genre. Je capotais, là, j'étais comme, ça monte, là. Non, j'ai accouché, mais je te dirais que j'ai perdu connaissance un peu à la fin de mon accouchement parce que comme c'était trop de... C'est immense comme étape. Là. Je veux dire, ton corps s'ouvre de toute sa possibilité pour faire sortir un humain, Chris. Je veux dire, first, c'est dégueulasse, mais... non, je sais pas pourquoi j'ai bien de la misère avec ça. C'est un moment, tu sais, j'ai accouché, puis tu sais, ils te mettent le bébé sur toi après ça, direct. Puis moi, quand ils m'ont mis le bébé, c'est là que j'ai comme perdu connaissance, mais comme pas à cause
du bébé qui m'écœurait, là, mais à cause de comme, OK, là, C'est fini. J'ai comme plus d'énergie, puis là, j'étais genre, oh my God, j'ai genre caillé. Mais je trouve ça plate parce que j'ai pas eu le moment directement avec mon bébé après, tu sais, ils l'ont pris, ils l'ont lavé, c'est Alex qui l'a pris. Fait, ça je pense pas qu'il s'en rappelle, ton bébé aussi. Non, je là, sais, mais moi, j'aurais aimé ça, tu sais, de juste faire comme, OK, tu sais, j'allais sur moi, je pense que mon accouchement de ma première a été un peu plus froide. Tu sais, j'étais peut-être en moins bonne relation dans le temps avec le père et tout. Fait que ça a été peut-être un peu plus difficile émotionnellement, cette affaire-là. Là, pareil, avec ton deuxième, là, tu vivais un gros stress, là? Oui, ben j'avais toute la prison en même temps. J'ai été en prison pendant la grossesse. Ouais, ceux qui veulent savoir, allez écouter l'épisode de la prison. Oui, exact. On en parle pendant 1 heure dedans. Mais t'en parles pendant 1 heure. En plus, c'était pendant la COVID. Fait qu'on était comme vraiment enfermés dans notre chambre. On pouvait pas sortir dans notre chambre d'hôtel. Puis moi, j'ai été hospitalisée 1 semaine après pour un genre d'infection. Après, fait que je suis restée 1 semaine enfermée dans ma chambre d'hôtel. C'est pas un hôtel. Mon chum couchait sur le petit divan à côté, puis avec nos masques toutes les fois que les infirmières puis tout rentraient dans notre chambre. Puis mettons que on avait hâte en estique de sortir de là. C'était pas tellement pénible drôle. l'hôpital. Non. Moi, en tout cas, quand que j'ai eu ma visite à l'hôpital dernièrement à cause de mon appendicectomie, je me suis rendu compte assez vite. Tu disais tantôt, je prends jamais de médicaments, moi aussi. Là, je prends pas de drogue, je prends pas de médicaments. Ils m'ont donné de la morphine, puis ils m'ont peut-être même double dosé de morphine et je me suis rendu compte que ça m'allait pas pantoute. J'ai arrêté de respirer. Ah ouais. Carrément. Fait qu'après l'opération, il y avait une infirmière qui était à côté de moi. Elle, tout ce qu'elle faisait, c'est à chaque fois que j'arrêtais de respirer, elle me brassait. Puis elle disait « Respirez, madame. Respirez, madame. » Fait que c'est tout ce que je me rappelle de mon réveil après mon opération. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'ils t'en donnent aussi des pilules de morphine quand tu retournes à la maison pour dire si tu as trop mal, prends ça. Moi, la première nuit que je suis retournée chez nous, j'avais mal, puis en plus, j'étais toute seule parce que mon chum, exceptionnellement, il travaillait à l'extérieur. Ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi. En tout cas, j'étais tout seule à la maison, fraîchement sortie de l'hôpital, poignardée dans le ventre, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais me prendre une pilule de morphine. Je me suis pris une morphine, puis j'ai été me coucher. Mais en fait, moi, la morphine, c'est que ça m'enlève pas la douleur. Ça me fait, oui, oublier la douleur, mais ça me fait halluciner. Puis ça me faisait arrêter de respirer. Fait que j'essayais de dormir. Je me réveillais comme parce que je manquais d'air. Puis le petit laps de temps où est-ce que j'arrivais à dormir, j'hallucinais que je me faisais opérer. Fait que j'avais la sensation que des médecins me touchaient puis me tripotaient tellement que genre je me suis surprise en me réveillant durant la nuit à faire lâchez-moi, câlisse! Tu sais, j'ai gueulé ça là, super fort. J'ai fait OK, non, ça va pas. Non, couche-toi pas, lève-toi, va écouter un film. Ben, c'est ça. Fait que là, tant et aussi longtemps que j'étais encore sans morphine, c'est tout ce que je faisais, c'est je marchais dans la maison pour pouvoir comme faire passer le buzz. Mais j'avais mal. J'ai vraiment fait un bad trip de morphine. J'ai fait plus jamais je touche à ça. J'en ai encore chez nous. Là, je vais falloir que j'aille les retourner chez le pharmacien. Là. Je veux pas que personne touche ça. Mon Dieu, c'est le démon, ces pilules-là. J'en reviens pas. Il y a du monde. C'était unboxing de médicaments. Mais en fait, la trousse de médecin que je vous montre là, c'est vraiment une trousse qui a été utilisée fin 1800, qui était amenée directement pour les accouchements à domicile. Donc, le docteur arrivait chez la personne, s'installait, puis il faisait accoucher la fille directement. Encore des histoires d'accouchement. Oui, mais je n'ai même pas ouvert cette valise-là, donc je ne sais même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Ah, ça, c'est intéressant. OK, là, comment qu'on fait à la régie avec les micros? Au pire, tu peux mettre la valise sur la table. On la pogne à deux, puis tasse sur le micro. Oh mon God! C'est parce que ça faisait cling-cling dedans, plein d'outils, puis j'avais peur de me couper, quelque chose. Hein? Attendez, donne-moi une petite seconde, je vais tasser les petits médicaments. Les gars, on peut les mettre, il y a une petite place en dessous, là, on peut les mettre. OK. Donc... OK, ça, je l'ai vu, là, j'ai menti que j'ai rien vu. J'ai pas vu le stock en dessous, mais ça, je l'ai déjà vu parce que, en fait, j'ai fait mon... comment t'appelles ça? Mon... détective. J'ai ouvert une lumière UV dessus pour checker s'il y avait des taches de sang. Puis, y en a-tu? Ben, il était plein. Ben... C'est sûr. C'est quoi ça? Oui, mais ça, c'est du sang qui a taché. Mais tandis qu'il l'a lavé, puis il y en a qui a parti, mais il était juste plein de sang parce que dans le fond, ça a été vraiment utilisé à toutes les fois à côté d'un accouchement. Fait que t'as pas acheté juste une sacoche sans regarder. T'as checké au moins, ça a une valeur historique. Ça, là, je suis comme, OK, il était vraiment utilisé. OK, ça, c'est tous des outils. C'est tous des outils d'accouchement. On va essayer de...
Fait que là, moi, je suis pas médecin, donc on va y aller de même. On va essayer de savoir. Je sais pas tout à quoi ça sert. Oh my God, oh my God, oh my God. Ça doit être pour pogner de quoi, puis le tirer dans une noune. Les pinces sont longues. Ça, Ça, c'est j'imagine. les forceps pour la tête. Oh my God. Ouais. Fait que c'est pour tirer à la tête. Là. Il y a une manière de patenter ça, j'imagine. Ils ont cassé des coups en faisant ça. Hein. Ouais, c'est ça, ça déforme la tête. OK, c'est que il pognait vraiment. Oh my God! Oh my God! Oh! Je viens de catcher comment ça marche, là. Ouh. Oui, c'est ça. Ça existe encore, c'est ça. Ça, j'imagine, c'est pour couper le cordon ombilical. Ouais. Okay. Ouais, parce que Laurie, elle en connaît un petit peu plus. Oui, Laurie, elle étudie là-dedans. Ça, je pense que c'est des pinces qui seraient nice pour nourrir des serpents. Genre, tu pognes le petit rat, là, puis là, tu fais de même, puis là, le serpent, il pogne sans qu'il te pogne les doigts. Ça, moi, je me servirais de ça. Laurie? Ah, il y a une aiguille dedans. Attention! C'est les anciennes seringues que tu mettais la fiole de vitre à l'intérieur. Je pense. Non, mais c'est parce que sinon, les gens n'entendront pas. Fait que je suis obligée de répéter. Tu sais que tu vois dans les films avec les genres de boucles pour pousser. OK. Je sais. Ouais, ça tu doit vois être l'aiguille. En tout cas, désolée, je sais que c'est pas facile, mais... Une canule. Mais ça, moi, je connais juste ça dans l'embaumement, mais dans l'accouchement, je ne le sais pas. Ça serait peut-être pour faire des transferts de sang, des transfusions sanguines on the spot, là, tu sais. Oui. Bien, bon, et cette chose. C'est un pic. Pointu, c'est pour ça. C'est gentil, mais je pensais que tu allais dire l'utilité, mais... OK. Ça, on a ça. Attention, moi, ça me fascine à quel point tu manipules les objets qui peuvent être potentiellement dangereux. Sûrement, oui, c'est une sangle pour... peut-être pour mettre autour de la bédaine? Ou pour juste attacher la madame qui est hystérique. Tu attaches ça sur le côté du lit. Tu mets les pieds dans les trous, puis ça les garde dans les airs. Ça serait sa déduction à Laurie. Ensuite, OK, les autres affaires, je les ai pas vues. Donc, on a cette chose... Ça, c'est sûrement pour garder le vagin ouvert. Ben oui. Le col, ça a l'air de ça. Ça a été d'un vagin, là. Tu es en train de manipuler, là. Ouais, d'après moi, c'est pour retenir le col ouvert. Pour aller fouiller dedans. Ouais, aller fouiller dedans. Mais oui, bien sûr. Ils utilisent des pinces de même, mais... Un spéculum. OK, c'est un vieux spéculum. Ben, je sais pas. Mais moi, je pense que ça a l'air un spéculum, pas à vagin, un spéculum à col de l'utérus, comme. Ben, c'est ça, il est loin à l'intérieur. Ben, c'est ça que ça me fait penser. Mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Je sais pas comment ouvrir ça, mais je pense que c'est des aiguilles. Rouvre pas ça. Comment ça? Fait que je vais laisser ça, des aiguilles, OK. Il y a comme en plus une odeur qui se dégage de cette valise-là. Ça... Je peux pas décrire. C'est comme justement un vieux cabinet de médecin qui fait peur. Ici, on a des... Asbestos? Non, absorbant. Ça, c'est pour absorber le genre de rouleau de tissu pour faire des bandages. Je suis là. What? Après ça, thermoflex ici pour faire des points de suture. Mm-hmm. Parfait. Il n'y avait pas tant d'affaires que ça, finalement, qu'il y avait besoin pour un accouchement. Là. Après ça, on a ces petites affaires. Il y a des madames qui accouchaient tout seules aussi, avec pas rien. Là, fait que... Silver nitrate pour prévention. Ça doit être un genre d'antibiotique pour prévenir les infections et ces affaires-là. Sûrement. Bon, l'antiseptique. On a ici Nambutal, sodium éthyle, qui est posologie, 1-2 capsules, un sédatif hypnotique, brève à action prolongée, et ça peut être prolongé. Super. Sédatif. Ici, laboratoire, division des Venereal Disease. Ben oui, puis elle ouvre ça de même. No problème. Mais qu'est-ce que c'est? Un échantillon! Super! On aime ça, là. On vient peut-être de... On a un échantillon de maladie vénérienne.
Tabarnak! Une vieille maladie vénérielle. Tu me rends tellement nerveuse, Van, si ça n'a pas de sens. Oui, puis gars, t'as l'espace pour mettre le timbre. Pour envoyer Pour ça par la l'envoyer poste, par la bien poste sûr. Mais tu vois que le Au pot était 89 fermé. Notre-Dame-Est à Montréal, dans le Vieux-Port. Mais time, ship ça. Let's go. Ah! La madame a jamais su si elle avait une maladie. Si elle avait une maladie vénérienne. Bon. Ah! Héroïne? Héroïne hydrochlore. C'est ça. C'est ça qu'on parlait tantôt. Ah, c'est ça. Je l'ai vais trouvé. le mettre ailleurs. Attends, on va le mettre en dessous, ça. Après ça, ici, on a... Fait que l'héroïne, tantôt, tu m'avais dit que c'était un genre d'anesthésique. Mais oui, attends, je peux revenir un petit peu là-dessus, là. Ça, je ne comprends pas l'écriture du médecin. Sur celui-là. Ici, on a oxyde quelque chose. Oxyde? Ouais, en fait, l'héroïne, c'est un dérivé de la morphine. OK. C'est vraiment ça. madame C'est un qui a- concentré de morphine. Donc, on donne une madame qui est encore accrochée avec son cordon ombilical de l'héroïne. Oh, Donc, ouais. Parce qu'on est tanné qu'à crie, ça a l'air. Un antiseptique poison. Wilson antiseptique. Ça c'est correct. Alors, je vais me laver Je les suis mains avec ça. impressionnée par la beauté des bouteilles qu'il y avait à l'époque. Oui, Il n'y a hein? plus personne qui fait ça à cette heure, des belles bouteilles comme ça. Ça, j'en ai déjà un, puis je le trouve tellement beau. C'est pour des quoi? blasters. Ah, Monte à blaster. Ils sont super belles, genre. C'est super ah cute. mon nom. Là, on a tous les médicaments qui sont attachés dans le côté de la sacoche. Donc, ici, on a du green soap. En fait, le green soap, on l'utilise aussi. Mais oui, les tatoueurs les utilisent tatoueurs, ça. C'est ça. Pour nettoyer. On va avoir ici du Détol. Je sais sais pas qu'est-ce c'est que quoi. c'est. Mais tu checkes bien vite, c'est quoi du détail? Regardez pendant que je regarde. là. Mhm. Du mercurochrome. Oh, En fait, mercurochrome! qu'on n'utilise plus, mais que nous-mêmes, quand on était Quand jeunes... j'étais jeune, il y ben, avait moi la bouteille aussi. de mercurochrome dans la pharmacie. Oui, puis je me souviens à l'école, quand on tombait dans le cours de récré, la petite infirmière, elle nous mettait du mercurochrome dessus. Puis, mais tu vois, peut-être une question que je peux poser à Laurie. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont enlevé ça des tablettes? Laurie se cligne des yeux. Parce Donc, Laurie ne que sait pas. sûrement parce qu'il y avait du mercure là-dedans, puis c'est pas bon. Du Détol, c'est un antiseptique. Ils en vendent encore. Ah, Détol avec 2 T, D-E-T-T-O-L. ouais. Ouais, ils en vendent encore. Tu peux acheter ça sur Amazon, du Détol. C'est du CHCl3. Check donc, CHCl3. CH, ça va être carbonate d'hydroxyde de chlore, de Il est trichlore. polaire? Carbonate d'hydroxyde de trichlore. Il est polaire ou apolaire? Je la sais pas. C'est du chloroforme. Ah, c'est la trichlorométhane. OK. c'est Parce du que en chlore. plus, c'est le vieux parce que plus tard, ils ont fait le dichlorométhane. Donc, c'est la first generation que tu as. Hein? Ici, la first generation. Oxytocal FL. Mais là, je le dis tout croche parce que c'est le médecin qui a écrit. Puis, Oxytocal. regarde. Ah, oxytocal, ça existe. Oui? Oxytoca. C'est une bactérie. Ah ben ça doit pas être ça. C'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça. Donc ça, c'était la trousse d'accouchement d'un Wow! médecin du début des années 1900, fin 1800. Donc c'est super intéressant tu sais, de voir C'est tellement curieux pour vrai, là. qu'est-ce qu'il utilise. Je sais pas, tu sais, je suis pas médecin, donc je sais pas aujourd'hui ce qu'il utilise. Il y a plein de sang. Je sais pas qu'est-ce Ouais, qu'il je vais aller me utilise. laver les mains après. moi. Après, je vais faire l'autre valise, puis après ça... On va aller se désinfecter. Peux-tu prendre une douche? c'est bien correct. C'est en métal. Attends, je vais le ramasser. Ah, ça va faire des bons extraits, ça. Mais moi, Moi je suis qui juste crie comme tellement une malade. clumsy dans la vie. Je le sais, puis ça m'énerve tellement. Donc, ici, on a une valise qui date fin des années 1800. Elle est vraiment cute, la valise. C'est une valise de médecin à domicile aussi. Je te dirais peut-être plus de pharmacien. Là. Celle-là, c'est vraiment des médicaments. Ouais. Il n'y a pas d'outils. Mais c'est des trucs à domicile. Dans le fond, c'était vraiment cool. Tu as toutes les petites fioles énumérées à la main. C'est écrit, là. Donc, il n'y a pas de documents. Est-ce qu'il y avait des mélanges expérimentaux aussi là-dedans? Là? Tu sais, je veux dire... Là, en fait, ici, c'est tout fait à la main. Donc, Fait là, que ici, ça- mettons, on a code T.
code T. Je sais pas qu'est-ce que code T, ça veut dire. Codéine. La codéine, ça me dit quelque chose. Ouais. Mais je pense qu'il y en a-tu encore dans les sirops? Pas en Pas en Ventilib, parce que Ventilib. nous autres, quand j'étais jeune, on buvait ça. Tu faisais quoi, toi, quand t'étais jeune? Non, c'est pas... Non. Ah, t'as eu une jeunesse vraiment bizarre. Santonine Calomel. Il y a tellement plein d'affaires que... C'est toutes les étiquettes, check ça comment c'est cute, toutes les petites bouteilles. Oh, t'as d'autres petites bouteilles ici. Puis là, ici, t'as d'autres petites bouteilles. J'espère que ceux qui écoutent vraiment cet épisode-là, ils vont y aller sur YouTube et non sur Spotify. Ouais, ben ça va être juste dans les commandes. On a des bouteilles. On a des bouteilles, Ben, des bouteilles. Si ça vous intéresse, là, vous m'écrirez, puis viendrez voir ça en personne. Oui. Je fais des visites privées du musée, hein, s'il y en a que ça intéresse. Oui, parce que là, en plus, on peut en parler. On est dans ta deuxième partie du musée. Oui, on est Qui, en fait, on a changé de décor. Donc, c'est pour les prochains épisodes, on va faire ça ici avec des systèmes qu'on va vous montrer. Puis aussi, là, je fais un petit heads-up de pub. Dans le fond, le musée n'est pas encore 100% prêt d'être ouvert, mais on est disponible pour la location soit de props, soit pour les événements spéciaux. Donc, si vous voulez louer le local pour un événement, ou ouvert pour les événements que nous, on organise. Donc, on devrait avoir un événement d'Halloween, je ne sais pas si ça va être à la fin octobre ou début novembre, qui va se dérouler ici, là, on va en parler sur les réseaux sociaux, mais donc, vous allez avoir accès au musée, puis de voir toutes ces affaires-là. Puis, on a d'autres petits événements, dont des contes littéraires d'horreur qu'il va y avoir aussi ça serait en le novembre. fun. Ben, oui, il y en a un événement qui s'en vient. Je vais être là. Donc, je vais le 30 000. partager. Parfait. Ça a des petites bouchées inclus, puis tout ça. Fait que ça va être vraiment cool. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir visiter, on peut ouvrir sur demande pour des groupes. Là, mettons, vous êtes un groupe de personnes, vous voulez venir une journée, je vous fais faire une visite privée, je vous explique plein d'affaires. Vous en avez pour un petit 2 heures. Là, puis, ah ouais, non, c'est vraiment... Moi, je pourrais rester ici un après-midi de temps à regarder tout, puis à ce que tu me racontes toute la story de l'objet qui fascine. Puis c'est pour ça qu'on va faire ça un peu dans les prochains podcasts, vous montrer quelques objets, parce que là, on a plus discuté de sujets. Fait que si ça vous intéresse, vous êtes la bienvenue. Le musée, dans le fond, le but, c'est de vraiment avoir un permis de musée éducatif qui va être approuvé gouvernemental. Là, en ce moment, c'est un musée privé. Mais, collection privée. Une collection privée que j'aimerais qu'il soit ouverte, puis que cette collection-là, qu'elle soit parce que c'est ça le but, c'est de partager ça avec tout le monde. Oui, là, exactement. Fait que moi, mon but, c'est pas de faire nécessairement du profit avec ce musée-là, mais c'est juste de rendre que je puisse avoir quelqu'un qui soit ici le plus souvent possible pour ouvrir la porte, pour faire visiter les gens. Puis avant de l'ouvrir vraiment publiquement, là, on a 2 pièces, mais on aimerait ça faire une 3e pièce à l'arrière. On a le potentiel de le faire pour mettre encore plus d'items. Donc, vous allez faire une visite de quand même assez... Oui, parce que, comme tu disais à un autre podcast aussi, c'est que ici c'est tellement concentré, tandis que tu t'en vas dans un musée régulier, c'est un objet à peu près aux 3 mètres. Là. Oui, c'est ça. Mais... C'est grand. Tandis qu'ici, j'ai 1000 objets aux 3 mètres. Fait que, je veux dire, ça a l'air petit, mais j'ai autant d'objets que dans un musée. Là. La même quantité. Au Red Pat à Montréal, puis j'ai plus de trucs que le musée Red Pat. Wow. Peut-être pas que l'Université McGill, parce qu'ils en ont tellement comme cachés, puis dans les classes, puis tout ça, mais que le musée en tant que tel. Donc, j'aimerais ça pouvoir que les gens puissent... voir ça, puis pouvoir organiser plus d'événements. Mais tu sais, on y va à petit budget de temps en temps. Surtout les événements là, avec l'Halloween qui s'en vient, comme tu dis. Là, ça a tellement exact. le look. Puis on veut organiser aussi un marché l'été prochain qui va être ici avec des tables à l'extérieur puis tout ça. Fait que... plein de projets. Ouais, on a plein de projets. Fait que si c'est des affaires qui vous intéressent, de venir visiter ou même de venir visiter la boutique qui est à Joliette, là, à 15 minutes, vous êtes... c'est comme une petite partie de ton musée, mais des trucs tout que tu peux vendre. Ouais. C'est tout à vendre, qu'est-ce qu'il y a à la boutique à Joliette, qui est ouvert jeudi, vendredi et samedi. Puis sinon, on a des marchés là, jusqu'à Noël, quasiment tous les fins de semaine, un peu partout. On a à Québec, à Sainte-Thérèse, à Montréal, un peu partout. Fait que je vais mettre ça dans mes stories. Là, si vous suivez mon Instagram, là, je vais continuer à poster ça. Là. Ouais, t'es tout le temps occupé à faire quelque chose. J'aimerais ça pouvoir être faire à 4 places en même temps. J'aimerais ça faire des TikTok parce que là, c'est le plateforme. Mais moi, ils s'en occupent parce que je ne comprends pas J'ai un petit peu plus de temps. C'est ça. Fait que... Merci d'avoir écouté celui-là. Fait qu'on vous en revient bientôt avec un autre. Plein d'autres trucs affaires. vraiment fascinants. Merci. Bye!